Salut cher auditeur. Voilà, aujourd'hui on va travailler. Je vais juste faire une présentation simplifiée de la structure du plan comptable OADA, à savoir Organisation pour la harmonisation en Afrique du droit des affaires. Donc on va juste faire une petite présentation, encore une présentation simplifiée de ce plan comptable pour que chacun, voilà, comprenne un peu comment ça se passe. C'est pas compliqué. Donc, on y va. Voilà, comme je le disais, c'est juste une présentation simplifiée de la structure du plan comptable OAD pour voir un peu comment ce plan est structuré. Voilà, donc je vais mettre présentation simplifiée de la structure du plan comptable OAD. Déjà, il faut retenir que le plan comptable OADA est subdivisé en plusieurs classes. En plusieurs classes. Voilà, c'est important. Donc, je vais mettre les classes en plusieurs classes. Mais c'est quoi les classes au juste? Voilà. Au fait, les classes regroupent les comptes qui sont utilisés pour l'enregistrement des opérations en comptabilité. Voilà ce qu'on appelle classe. Donc, je reprends. Les classes regroupent des comptes ou encore les classes. On considère les classes comme un ensemble de comptes. C'est bon? Et donc, le 6 Coada, je dirais qu'il y a le référentiel comptable au sein de l'OADA, a défini 9 classes, à savoir 1, 2, 3, 4, 5, ainsi de suite. Donc, on a la toute première classe, c'est 1. Donc, la première classe, oui, vous voyez, j'ai tapé 1. La première classe regroupe les comptes qui enregistrent les ressources stables ou ressources durables. Donc, je vais mettre compte des ressources stables ou durables. Donc, la classe 1, je dirais, regroupe l'ensemble des comptes qui enregistrent les ressources stables ou durables. Voilà. C'est important. Mais la question qu'on se pose, c'est quoi les ressources stables, c'est quoi les ressources durables? Au fait, les ressources stables ou ressources durables sont des ressources de financement mises à la disposition de l'entité. Voilà, aujourd'hui, on parle d'entité, donc mise à la disposition de l'entité par les associés ou les actionnaires. C'est ce qu'on appelle capitaux propres. Voilà. Mais ce n'est pas seulement les associés ou les actionnaires qui mettent à la disposition de l'entité des ressources de financement. Voilà, c'est bon, des ressources de financement. Mais il y a aussi les banques, il y a même les sociétés de crédit bail. Voilà. Et donc, quand les ressources de financement sont mises à la disposition de l'entité par une banque, un établissement financier, euh, ou pas forcément une banque, hein, même des bailleurs de fonds, des obligataires ou les sociétés de crédit bail. Voilà. Ce sont aussi des ressources stables ou durables. Voilà. Ce sont aussi des ressources stables ou durables. C'est important. Ça va, mais là, on parlera de dette financière. Donc, dans les ressources stables ou durables, on retrouve les capitaux propres et on retrouve même les dettes financières. Mais seulement ce qu'il faut retenir que les ressources stables ou ressources durables sont des ressources de financement mises à la disposition de l'entité. Voilà, c'est important. Donc, c'est ce qu'on appelle classe 1. Il y a aussi la classe 2. Voilà. La classe 2, c'est quoi? Ce sont les comptes. Voilà.
Je vais mettre compte. Voilà. Ou encore ce sont les comptes qui enregistrent les immobilisations de l'entité ou les immobilisations qui appartiennent à l'entité. Donc je vais mettre quoi? Compte des actifs immobilisés. C'est bon? Quand on dit actifs immobilisés, ce sont les immobilisations, les biens qui sont destinés à rester durablement dans l'entité. C'est ce qu'on appelle actifs immobilisés. Voilà. Il y a ce qu'on appelle les immobilisations incorporelles, les immobilisations corporelles et même les immobilisations financières. Toutes ces immobilisations, on les retrouve dans les actifs ou dans l'actif immobilisé. Ça peut aller. Voilà. Je mets 3. 3, ce sont les comptes de stock. Voilà, les comptes de stock. C'est important. Donc la classe 3 regroupe tous les comptes de stock. Les stocks, c'est quoi? Quand on parle de stock, on fait allusion à une provision. Voilà, c'est une provision. Voilà. Soit de marchandises, soit de matières premières ou de produits finis. Voilà. Que l'entreprise, que l'entité se constitue. Voilà. Les produits de consommation ultérieure, bien sûr. Ça va? Donc, les stocks, ça peut être des stocks de marchandises, des stocks de matières premières, des stocks de produits finis. Donc, la classe 3 regroupe tous les comptes qui servent à enregistrer la valeur des stocks détenus par l'entité. C'est important. Donc, si vous voulez enregistrer la valeur de vos stocks, vous allez forcément chercher dans le plan comptable OHADA, précisément au niveau de la classe 3. Ça, c'est important. La classe 4, ce sont les comptes de tiers. Voilà, c'est important. La classe 4, ce sont les comptes de tiers. Voilà, quand on parle de tiers, on fait allusion à quoi? Ou encore la classe 4, je dirais, c'est l'ensemble, du moins, il regroupe les comptes qui enregistrent la valeur des tiers. C'est bon. Quand on parle de tiers, on peut citer les clients, les fournisseurs, les salariés, les organismes sociaux, l'État, les associés, et bien d'autres. Hein. Voilà. En réalité, c'est la valeur soit des créances que nous avons sur les clients, voilà, les clients, et aussi la valeur des dettes que nous avons vis-à-vis de nos fournisseurs, et ainsi de suite. Ça peut aller. Donc, si jamais vous devez enregistrer la dette que vous avez vis-à-vis d'un tiers, vous allez forcément chercher dans la classe 4. Si vous voulez aussi enregistrer une créance que vous avez sur un tiers, vous allez chercher dans la classe 4. C'est important. Voilà, donc la classe 4, coupé court, regroupe tous les comptes qui servent à enregistrer les créances que vous avez sur les tiers et même les dettes que vous avez vis-à-vis des tiers. C'est important, donc c'est là qu'il faut chercher. Il faut chercher bien dans la classe 4 et vous allez trouver tout ça. Il y a aussi la classe 5 qui regroupe les comptes de trésorerie. Voilà. Quand on parle du compte de trésorerie, ce sont les comptes qui servent à enregistrer la valeur de la trésorerie ou encore le montant des disponibilités de l'entité. Voilà. Le montant de ce qui se trouve dans la caisse, le montant même de ce qui se trouve sur le compte bancaire, sur le compte chèque postal, ainsi de suite, ainsi de suite. Voilà, donc c'est important. On utilise la classe 5, voilà, du moins on utilise les comptes de la classe 5 pour enregistrer, voilà, la valeur des disponibilités. C'est important. Donc c'est là qu'il faut chercher si jamais vous voulez enregistrer la valeur de vos disponibilités. Un exemple, un client, pour régler au fait sa dette vis-à-vis de vous, il fait un paiement en espèces. Mais la valeur de l'espèce qu'il a eu à donner, vous allez utiliser quel compte pour l'enregistrer? Vous allez forcément chercher un compte dans la classe 5 parce que c'est de la trésorerie, ce sont des disponibilités. La classe 6 est réservée aux comptes de charges liées,
Voilà, je vais mettre lié à l'activité ordinaire de l'entité. C'est important. Donc, on utilise la classe 6, on utilise les comptes de la classe 6 pour enregistrer la valeur des charges. C'est bon? Des charges, mais je précise, qui sont liées à l'activité ordinaire, l'activité normale, l'activité récurrente. Voilà, c'est important. Solibra a pour activité l'achat de matières premières, transformer ces matières premières et vendre, obtenir des produits finis, puis vendre ces produits finis. Donc c'est l'activité ordinaire de Solibra parce que c'est une activité qui est récurrente. Une activité qui est récurrente. Et c'est bon parce que à chaque fois, elle va acheter des matières premières, elle va transformer en produits finis et elle va vendre. Donc ça, c'est l'activité ordinaire de Solibra. Mais ce n'est pas à tout moment. Il peut arriver que on assiste à des charges supportées par Solibra, mais qui ne seront pas liées à l'activité ordinaire. Ça peut être lié à une autre activité qui n'est pas ordinaire. Quand c'est comme ça, on ne peut pas utiliser la classe 6. Donc la classe 6, c'est juste pour les charges qui sont liées à l'activité ordinaire, l'activité normale, l'activité récurrente de l'entité. C'est important. La classe 7, c'est pour les comptes de produits. Voilà, liés à l'activité ordinaire. C'est important. Donc la classe 7 regroupe tous les comptes qui servent à enregistrer la valeur des produits. Quand on parle de produits, ce sont les recettes. Voilà, ce sont les recettes, ce qu'on encaisse, c'est bon. Ce qu'on encaisse quand on vend une marchandise, quand on vend un produit, la vente d'une marchandise, c'est un produit. La vente d'un produit fini, c'est un produit. Ben, il y a tellement de choses. La vente de travaux, la vente de services, ce sont des produits. Donc on peut citer des revenus financiers, voilà, que l'entité perçoit des prêts qu'elle a octroyés à une tierce personne. Ce sont aussi des produits. Donc les produits, c'est tout ce qu'on encaisse, les recettes en réalité. Donc la classe 7, c'est juste les comptes qui enregistrent la valeur des produits, mais qui sont liés toujours à l'activité ordinaire de l'entité. C'est important, donc on ne mélange pas les choses. Voilà, je vais maintenant donner la classe. Ça, c'est la classe 8. Donc la classe 8 regroupe les comptes qui enregistrent, voilà, les charges et les produits, mais cette fois-ci qui sont liés, qui ne sont pas liés à l'activité ordinaire. C'est ce qu'on appelle HAO. Donc un compte de charges et produits HAO. Voilà. Au fait, HAO signifie hors activité ordinaire. C'est-à-dire que ce sont les charges et les produits qui ne sont pas liés à l'activité ordinaire. Voilà. Un exemple simple. Quand l'entité cède une immobilisation, cède un véhicule ou un bâtiment ou un terrain, le fait de céder un véhicule, c'est un produit. La cession, là, c'est un produit. Pourquoi? Parce que l'entité va encaisser. C'est une recette. Parce qu'elle a vendu, c'est donc une recette. Mais cette recette-là, ou ce produit-là, voilà, on ne peut pas utiliser la classe 7. C'est vrai, c'est un produit, mais je ne vais pas utiliser la classe 7 parce que quoi? Ce n'est pas un produit qui est lié à l'activité ordinaire, mais c'est un produit qui n'est pas lié à l'activité ordinaire. Je suis obligé d'utiliser la classe 8. C'est important. Voilà, donc voici un peu la classe 8. Et donc, quand on dit classe 8, c'est vrai, il y a deux choses dedans, mais sachez que tout ce qui est 8 suivi de chiffres pairs, ce sont des produits HAO. Mais tout ce qui est 8 suivi de chiffres impairs, ce sont des charges HAO. Parce qu'il y a charge et puis il y a produit dedans. Mais comment on fait la différence entre les charges et les produits de cette classe? Voilà, donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Les 8 suivis de nombres pairs ou de chiffres pairs, je dirais. Là, ce sont les produits HAO. Mais les 8 suivis de chiffres impairs, ce sont les charges HAO. C'est important. La toute dernière classe de ce plan comptable WADA, c'est la classe 9. La classe 9, c'est regroupe en fait les comptes qui enregistrent
la valeur des engagements hors bilan et elle est aussi utilisée pour la comptabilité analytique de gestion. Donc, compte des engagements hors bilan et comptabilité analytique de gestion. Voilà. C'est rare de voir des gens utiliser la classe 9, mais on l'utilise. On peut l'utiliser. Voilà. Au fait, quand on dit compte des engagements au bilan, au fait, les engagements, c'est quoi? Les engagements naissent des contrats, des conventions. C'est comme ça. Le 6 quadra n'impose pas la tenue d'une comptabilité des engagements. C'est facultatif. Mais si jamais une entité doit mettre en place une comptabilité des engagements, il va falloir utiliser les comptes de la classe 9. C'est comme ça. Voilà. Sinon, la comptabilité des engagements, elle n'est pas obligatoire. Si vous lisez dans les textes, vous allez voir que le 6 quadra n'impose pas, n'a pas imposé la tenue d'une comptabilité des engagements. Mais si jamais on veut mettre en place une comptabilité pour enregistrer les engagements, dans ce cas, on va utiliser la classe 9. C'est important. Et même pour tout ce qui est de la comptabilité analytique de gestion, c'est aussi la classe 9. Donc ce sont les deux. C'est bon, voilà, ce sont des comptes qu'on utilise rarement, ou qu'on n'utilise même pas. Voilà. On travaille beaucoup avec les comptes de la classe 1 jusqu'à la classe 8. Voilà, c'est important. Je reviens pour dire quelque chose encore. Vous voyez, il y a plusieurs classes. Mais il faut retenir que les comptes de la classe 1 à la classe 5 sont les comptes du bilan. C'est comme ça. Parce que le bilan qu'on vous demande d'élaborer pour déposer aux impôts, parce que la fiscalité demande à ce que les entités conçoivent, du moins élaborent le bilan en fin d'année pour déposer aux impôts. Ce bilan regroupe plusieurs postes. Chaque poste qui se trouve dans le bilan, on va expliquer tout ça par la suite, mais chaque poste qui se trouve dans le bilan contient des comptes. C'est bon? Voilà. Ou sont liés à des comptes. Voilà. Donc, les comptes que nous retrouvons dans un bilan sont les comptes de la classe 1 jusqu'à la classe 5. Vous ne verrez jamais des comptes de la classe 6 dans un bilan, c'est impossible. Ou des comptes de la classe 7 ou 8 dans un bilan, ou 9, c'est impossible. Les comptes de la classe 6, 7 et 8 sont des comptes qu'on retrouve au niveau du compte des résultats. Voilà, parce qu'il y a un autre document qu'on appelle compte des résultats. Le bilan, c'est le patrimoine de l'entité. Par contre, le compte des résultats, c'est l'ensemble des charges et des produits. Donc, les comptes de la classe 6, 7 et 8 sont des comptes qui appartiennent aux différents postes du compte de résultats. C'est important ça. Il faut pouvoir faire la différence entre tout ça. Donc, à ne pas mélanger les choses. Donc, ce que je viens de faire, c'est une présentation. J'ai présenté comme ça le plan comptable, mais avec les classes, ce qu'on appelle les classes. Donc déjà, il faut retenir que nous avons 9 classes. Dans le plan comptable, quand vous allez prendre le plan comptable, vous verrez 9 classes dedans. 9 classes. Voilà. Mais au-delà des classes, il y a ce qu'on appelle, je dis ça, voilà, au-delà des classes, il y a aussi, voilà, je vais mettre les comptes principaux. Voilà. À quel moment on parle de comptes principaux? Vous voyez, c'est vrai, il y a plusieurs classes. Mais quand on prend chaque classe, je prends un exemple. Si on prend la classe 1, dans la classe 1, on retrouve plusieurs comptes principaux. On peut avoir un 1, c'est un compte principal. Mais avant ça, je vais mettre un 0. Un 0, il y a un 1, il y a un 2. Voilà. Donc, dès que nous avons deux chiffres, on parle de compte principal. Voilà. En fait, le 1, c'est juste la classe. Mais quand on ajoute 0, ça devient 10. Quand on ajoute 1, ça devient 11. Quand on ajoute 2, ça devient 12. Donc le 1, c'est juste pour la classe. C'est-à-dire que 10, c'est quoi? C'est un compte de ressources durables ou ressources stables. Mais 10, c'est le compte principal
C'est bon, 10 c'est le compte principal. En réalité, si vous prenez le plan comptable, vous allez voir que 10 c'est le compte principal qui enregistre précisément la valeur du capital. C'est un exemple, hein. Voilà. Vous allez prendre 11, c'est le compte principal qui enregistre la valeur des réserves. Voilà. Et puis 12, c'est le compte principal qui enregistre la valeur des reports à nouveau. Voilà. Report à nouveau. En fait, il y a plusieurs. Même il y a le 13, il y a le 14. Ce qu'il faut retenir que sur les classes, voilà, quand on prend une classe, les comptes principaux, ça va de 0 normalement. De 0, parce qu'on commence à compter à partir de 0. Donc 0 jusqu'à 9. C'est-à-dire qu'on prend une classe, la classe 1 comme ça. Quand on ajoute 0, ça devient un compte principal. Quand on ajoute 1, 2, ainsi de suite. Donc on va ajouter jusqu'à 9. C'est comme ça. Jusqu'à 9. Mais c'est pas tout, hein, parce qu'il y a d'autres classes, surtout les classes 2, ainsi de suite, quand on monte. Voilà, c'est pas toujours que le plan commence par 0, non. Voilà, la classe 2 comme ça ne commence pas par. Il n'y a pas 2 0, il n'y a pas 20. Il y avait 20 avant, mais ça a été supprimé. Maintenant, ça commence par 21. Donc 21, 22, puis on monte. Voilà, je vais mettre ça même, si vous voulez. Pour la classe 2, ça commence à partir de 21. 21. Voilà. Et 21, vous allez voir que ce sont les immobilisations incorporelles. Donc, je mets immobilisation incorporelle. Là, c'est le 21. Quand on prend le 22 comme ça, on va dire terrain, ainsi de suite. Donc, c'est tout ça qu'on appelle comptes principaux. Voilà, comptes principaux. Mais tout ça, ça s'explique, hein. Voilà, c'est vrai, la classe 1, je prends l'exemple, je reviens sur la classe 1. La classe 1, ce sont les ressources durables ou ressources stables. Mais le 10, c'est précisément le capital. C'est-à-dire que le capital est une ressource stable ou est une ressource durable. Mais le capital, c'est quoi? Le capital, on sait que c'est la somme des apports, voilà, des apports purs et simples, voilà, ou encore des apports tout simplement, des apports en nature et en numéré effectués par les associés, voilà, pour créer l'entité ou pour créer l'entreprise. C'est ce qu'on appelle capital, ou bien. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc c'est le compte principal 10 qui va enregistrer en réalité euh, les apports, ou la valeur des apports effectués par les associés pour créer l'entreprise. C'est bon? Voilà. Quand on parle de réserve, c'est une partie du bénéfice non distribué, qui n'a pas été distribué parce que l'entité, euh, du moins de son activité, réalise un résultat. Ça peut être une perte ou un bénéfice, mais lorsque c'est un bénéfice, qu'est-ce qui se passe? Voilà, l'entreprise constitue des réserves. Donc, dans le bénéfice, on prend une partie pour constituer ce qu'on appelle les réserves. Ça peut être des réserves légales, des réserves statutaires. Quand on dit réserve légale, c'est la loi même qui demande à ce qu'on constitue des réserves. Quand on dit réserve statutaire, on a les statuts de la société qui demandent à ce qu'on constitue des réserves. Il y a aussi des réserves facultatives. Voilà, donc c'est ce qu'on appelle réserve. C'est bon? Voilà, donc il y a tellement de choses. On ne va pas expliquer tout ça, mais c'est juste pour vous dire que juste après les classes, il y a aussi ce qu'on appelle les comptes principaux. Donc les comptes principaux sont des comptes à 2 chiffres. C'est comme ça. La classe, c'est juste un chiffre. Mais les comptes principaux sont des comptes à 2 chiffres. Voilà. Donc, c'est pas seulement 1 et puis 2, même dans 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Voilà. Il y a des comptes à 2 chiffres. C'est ce qu'on appelle les comptes principaux. C'est important. Donc, si vous avez le plan comptable avec vous, vous allez voir que ce que j'explique, c'est comme ça, tout est subdivisé. Donc, si vous comprenez bien ce principe, vous allez voir que pour la recherche de certains comptes, ça sera quand même facile. Voilà. Ok. Je vais. Après ce qu'on appelle les comptes principaux, il y a les sous-comptes. Voilà, je mets les sous-comptes. On va mettre ça comme ça. Voilà. Au fait, les sous-comptes, en réalité, sont les comptes à 3 chiffres. À 3 chiffres. Les sous-comptes sont les comptes à 3 chiffres. Je vais mettre par exemple, regardez, 101.
Ça, c'est un compte à 3 chiffres. Ce n'est pas un compte principal, mais c'est un sous-compte. Vous voyez, 1, c'est la classe des ressources durables ou stables. 10, c'est quoi? C'est le capital. Mais 101, c'est quoi? C'est le capital social. C'est comme ça. Donc 101, c'est capital social. C'est comme ça. Donc c'est important. Le 101, c'est le capital social. Voilà. Parce qu'il y a 101, il y a 102, il y a 103, ainsi de suite. Mais on utilisera le 101, le 101 lorsque le 101 en fait est un compte qui va enregistrer les apports effectués par les associés ou les actionnaires bien sûr, mais je précise, pour créer quel type d'entreprise ou quelle forme d'entreprise, pour créer ce qu'on appelle les sociétés de capitaux. Voilà. Si c'est pour enregistrer les apports des associés, ou des actionnaires, pour créer une société de capitaux, dans ce cas, le compte, le sous-compte que nous allons devoir utiliser, c'est le 101. Sinon, quand c'est pour créer les sociétés de personnes, à savoir les SNC, les sociétés en nom collectif ou sociétés en commandite simple, on va utiliser le 103. Le 103. Voilà. C'est important de faire la différence. Voilà. Donc, le 6 quadra n'a pas subdivisé les comptes au hasard, non. Voilà. On n'utilise pas les comptes comme ça. Voilà, comme on veut. Il y a quand même une structure qu'il faut respecter dans l'utilisation des comptes. Donc, je répète pour dire que les comptes à 3 chiffres, c'est ce qu'on appelle les sous-comptes. Sous-comptes. Donc, il y a plusieurs sous-comptes. On peut avoir 103. Voilà, j'ai dit que le 103, c'est quoi? C'est capital personnel. Hein. Voilà, au compte. Voilà, on va prendre capital personnel. Capital personnel. Capital personnel. Donc, il y a beaucoup. Hein. On pouvait aller dans la classe 2. Hein. Il y a par exemple 245. Ça, c'est matériel de, voilà, de transport. Voilà, c'est important. Voilà. Pourtant, la classe 2, c'est la classe qui regroupe tous les comptes qui enregistre les immobilisations, la valeur des immobilisations. Le 24, c'est le compte principal qui enregistre la valeur de quelle immobilisation précisément? Sont les matériels, tout ce qui est matériel, outillage. Voilà, et puis le 245, c'est précisément le matériel de transport. Donc le 245 est un sous-compte qui va enregistrer la valeur du matériel de transport. Ça peut être un matériel automobile, ça peut être un matériel ferroviaire, ainsi de suite. Ainsi de suite. Voilà. Je termine par la dernière partie. Les comptes divisionnaires. Les comptes divisionnaires sont les comptes à 4 chiffres. C'est comme ça, c'est ceux-là qu'on appelle compte divisionnaire. Donc, je peux mettre par exemple 24, 51, c'est un compte à 4 chiffres. Le 245, c'est le matériel de transport, mais le 24, 51, c'est quoi? Voilà. Le 24, 51, si vous cherchez dans votre plan comptable, vous allez constater que c'est le compte divisionnaire qui enregistre précisément quoi? Voilà, précisément la valeur du matériel automobile. Donc vous allez voir matériel automobile. Voilà. C'est vrai, c'est un matériel de transport, mais c'est quel type de matériel de transport? C'est un matériel automobile. Voilà, quand on dit matériel automobile, c'est certainement un véhicule. Voilà, un véhicule qui sert à transporter, hein, euh, des marchandises ou des personnes. Hein. Voilà. Parce qu'on peut avoir aussi un matériel ferroviaire, un matériel fluvial. Quand on dit matériel automobile, ce sont les véhicules, c'est-à-dire que sur la route, ce sont des véhicules qui se déplacent sur la route parce que il y a des engins, il y a des matériels qui se déplacent, qui servent à transporter des personnes, des biens, mais ils se déplacent quoi? Sur des rails. On ne dira pas matériel automobile, on dira quoi? Matériel ferroviaire. Ça se déplace sur des rails. Sur des rails. Donc, si c'est pour enregistrer la valeur d'un matériel qui se déplace sur des rails, on va utiliser vous allez voir que c'est le 24. Le 24 52. Matériel ferroviaire. Matériel ferroviaire.
revient. Donc, voici comment il faut comprendre la chose. Donc, tout, dans toutes les classes, il y a quand même des comptes divisionnaires. Donc, c'est important. Si vous maîtrisez ce que je suis en train d'expliquer, cette structure, la manière dont le truc est structuré, vous voyez que vous allez chercher facilement, vous allez trouver facilement les comptes. Voilà. Vous n'allez pas mélanger les choses. Parce qu'il faut utiliser le bon compte. Quand on enregistre, on fait une imputation pour enregistrer les opérations, il faut utiliser le bon compte. Parce que s'il y a des contrôles, il y a un audit, quelque part, on peut voir est-ce que vous vous conformez aux règles et procédures en vigueur du 6 quadra. C'est pour cela qu'il faut utiliser le bon compte. Voilà, il faut utiliser le bon compte. L'entité ne peut pas, je dirais, je prends l'exemple. Vous apprenez que l'entité a acquis un train. Et puis vous utilisez le compte 2451 pour enregistrer le montant, la valeur d'acquisition du train. C'est pas possible. Le train est un matériel ferroviaire. Donc on va devoir utiliser le compte 2452 pour enregistrer la valeur d'acquisition de ce train. C'est important. C'est important tout ça. Donc voici un peu comment est structuré le plan comptable 6 quad. Voilà, c'est vrai, ça s'arrête à 4 chiffres, mais le 6 quad nous fait savoir qu'on peut aller au-delà de 4 chiffres, on peut aller à 6 chiffres et même à 8 chiffres selon les besoins de l'entité. Voilà, parce qu'on va souvent à 6 chiffres, à 8 chiffres pour apporter plus de détails sur certains éléments au niveau des comptes. Donc, c'est pas forcé qu'on s'arrête sur 4 chiffres. Voilà. Sur 4 chiffres, c'est pas forcé. Le plus souvent, quand on met en place le plan comptable de l'entité, parce que ça, c'est le plan comptable OADA. Mais en entreprise, il y a un plan comptable qu'on met en place précisément en fonction de l'activité de l'entité ou de l'entreprise. Donc, là, c'est comme ça. On va mettre à 6 chiffres, à 8 chiffres, voilà, pour plus de détails. Ça se fait même au niveau des comptes d'achat, de vente, et même au niveau des fournisseurs, des clients. Ça se fait, hein. Ça se fait, c'est important. Voilà, mais n'oubliez pas qu'il faut toujours garder la racine avant de continuer à 6 ou à 8. On ne mélange pas. Voilà, on garde toujours la racine. La racine, au maxi, c'est 4 chiffres. On garde ça et puis on ajoute 2 chiffres dessus pour aller à 6 ou 4 chiffres pour aller à 8. Voilà, pour avoir euh, d'autres comptes. Donc voici un peu ce que j'avais voulu expliquer sur la structure du plan comptable OADA. Ça, c'est précisément la structure du plan comptable OADA. Il y a d'autres plans. Voilà, mais j'ai bien précisé, c'est la structure du plan comptable OADA. Donc, déjà, voici ce qu'il faut retenir. Donc, on sera certainement la prochaine pour une autre vidéo pour expliquer d'autres choses. Aujourd'hui, c'était juste le plan comptable OADA. Donc, portez-vous bien. On est à la prochaine.